Alors bonsoir à tous. Que de monde. Alors j'espère que vous aurez tous trouvé une petite place. Il y a encore peut-être quelques places en haut. Bonsoir, donc je m'appelle Pascal Schmitt, je suis directeur adjoint des soins. Je vous accueille au nom du comité de direction pour ce jeudi de la Chaîne. En effet, les jeudis de la Chaîne proposent une fois par mois, en fin de compte, une conférence publique sur différents thèmes de la santé. Et ce soir, nous allons traiter de l'hypnose médicale, une discipline qui se développe à la Chaîne et dans d'autres hôpitaux également. Je vais vous présenter les deux orateurs de ce soir. Monsieur le docteur Patrick Hasler, qui est médecin adjoint du département d'anesthésiologie, qui est formé en hypnose médicale, et monsieur Luca Navarro, qui est sage-femme et qui est formé en hypno-analgésie. Donc en termes de timing, nous allons avoir une présentation d'environ 45 minutes. Vous aurez aussi un espace qui sera dédié aux questions. Et puis nous pourrons partager un petit apéritif à la suite de la séance. Et je laisse la parole directement aux orateurs. Bonsoir à tous. C'est impressionnant de voir l'auditoire comme il est plein pour la question qu'on se pose. Alors, cette question, on se la pose depuis fort longtemps parce qu'effectivement, aussi loin qu'on peut regarder dans notre histoire humaine, on trouve des traces de ce qui peut faire référence à des états hypnotiques, des états de transe, aussi bien dans les civilisations égyptiennes, chez les Sumériens, dans la Grèce antique. Alors, le but étant pas de faire un survol historique détaillé, je vais passer assez rapidement sur notre Suisse Paracels, qui avait décrit une magne un peu magique dans ses descriptions de maladies, pour arriver à Mesmer au XVIIIe siècle, qui lui a évoqué le magnétisme animal, où il pensait qu'il y avait une espèce de fluide quand il était bloqué qui rendait les gens malades. Et en se basant sur ce concept-là, un chirurgien écossais, John Esdale, lui, a pratiqué beaucoup d'interventions sous hypnose. Alors lui, il était plutôt du côté de Calcutta quand il a fait ça, mais il a œuvré pendant une dizaine d'années. Et finalement, c'est tombé un petit peu dans l'oubli, cette manière de procéder. Pourquoi ? Parce que à la même période, on a eu la découverte et l'utilisation de l'éther et du chloroforme au milieu du XIXe siècle. Je passe rapidement après sur les psychiatres qui ont continué sur ce concept, avec Charcot qui a fait des relations avec les états hystériques, avec Bernheim qui a, lui, pour la première fois utilisé des suggestions directes, avec Janet qui a, lui, développé le concept de subconscient, pour arriver finalement à Erickson, qui, lui, est vraiment le fondateur, si on peut dire, de l'hypnose moderne, avec des suggestions indirectes, et qui a créé ce mouvement qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Donc c'est un psychiatre américain, assez célèbre, on va dire, dans le milieu de l'hypnose. Alors, de quoi on parle quand on parle d'hypnose? C'est une forme de communication, l'hypnose, qui va entre deux personnes. L'un va aider l'autre à entrer dans un état d'hypnose, un état hypnotique, ce qu'on appelle une transe. Et ça, il peut le faire de plusieurs manières différentes. On va voir ça tout à l'heure. Donc, le but, c'est d'atteindre un état dissociatif, mais en soi, ce n'est pas une thérapie. Les définitions de la transe, donc on ne parle pas d'hypnose, on parle vraiment de l'état hypnotique, de la transe, eh bien là aussi ça fait un petit peu discuter. Erickson, lui, parlait d'un état de conscience modifié, ce qui a été gardé comme définition de manière le plus large. Roustan, lui, parlait plutôt d'un état de veille paradoxale. Donc vous voyez que entre conscience modifiée et état de veille, ce qu'on devine déjà, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un état de sommeil. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Quand on est en transe, on ne dort pas, on est réveillé, mais avec un état de conscience un peu différent, des perceptions un peu différentes. On va un petit peu y revenir. Donc, les implications psychologiques, c'est qu'effectivement, on est
on a l'attention qui est focalisée sur autre chose, ce qu'on appelle une dissociation. Et puis les applications neurophysiologiques, ça veut dire si on regarde ce qui se passe, c'est surtout au niveau du cortex cérébral qu'on peut le voir. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau du cerveau, eh bien on va voir qu'on a des zones différentes qui vont fonctionner en état de transe qu'en état de veille normale, avec une mise en veille, si on peut dire, une diminution d'activité au niveau de zones corticales, comme le cortex singulaire postérieur, le précuneus, je ne vais pas embêter avec l'anatomie, et puis l'activation de certaines autres zones, dans surtout le cortex prémoteur et le cortex singulaire antérieur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, ça a l'air un peu compliqué tout ça, mais c'est une disposition naturelle. On a tous la ressource de se mettre en état de transe quand, par exemple, on est complètement focalisé dans un bon livre, on nous parle puis on n'entend pas, ou si on est dans un train, on voit passer des paysages et puis à un moment donné, on oublie un petit peu ce qui se passe autour, on est un peu dans nos rêveries, c'est un état de transe. Donc tous, plusieurs fois dans la journée, on a ces ressources-là. Je vous parlais d'anatomie, alors là, c'est plus tellement de l'anatomie, c'est plutôt des zones conceptuelles, on va dire, du cerveau. Dans notre cerveau gauche, à peu près, en gros, on va dire, on a une analyse logique et critique de la situation. On a la notion du temps, on a la notion de langage. Donc, si vous voulez, notre cerveau gauche, grosso modo, c'est la partie du cerveau, de notre cerveau, qui va traiter l'information qu'on reçoit de l'extérieur par des mots. À l'inverse, le cerveau droit, lui, il a une perception beaucoup plus globale, beaucoup plus intuitive, et il va traiter l'information par les sens. Et ces deux cerveaux, gauche et droit, ils vont se parler, ils vont communiquer, et c'est ça qui va donner des perceptions très affinées, en même temps avec des sentiments, mais aussi avec de la logique. Donc l'état dissociatif, on revient un petit peu sur l'hypnose. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Eh bien, on va mettre en veille le cerveau gauche. Ça veut dire que la voix du praticien va devenir un petit peu le guide du cerveau droit, puisque le cerveau gauche est sous les noir, si on peut dire. Et l'esprit du patient, il va être plus ouvert, à accepter de manière beaucoup plus large des propositions qui peuvent paraître des fois complètement irrationnelles ou paradoxales. Et ça va permettre d'explorer certaines ressources du patient qu'il a peut-être oubliées ou qu'il ignore qu'elles sont là, mais ça permet d'aller les rechercher. Donc, le fait d'avoir une focalisation de l'attention sur quelque chose de précis, ça va pouvoir nous mettre dans un état où on est moins analytique, mais plus sensoriel, avec des perceptions qui sont modifiées par rapport à notre entourage, à notre extérieur. Et puis, ça va permettre aussi de beaucoup solliciter l'imaginaire. Par exemple, les enfants, eux, ils sont très, très sensibles à l'hypnose parce qu'ils ont un imaginaire qui est évidemment débordant. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça marche, on parle de quoi? Ça se voit? Ben oui, ça se voit. Maintenant, avec l'imagerie moderne, que ce soit par l'IRM, où on peut faire des mesures du taux d'oxygénation de l'hémoglobine, ou par le PET scan, où on peut faire des mesures du débit sanguin local, eh bien, on voit qu'il y a des zones qui sont plus actives ou moins actives selon les moments. Des zones cérébrales, alors c'est assez peu spécifique, mais ça revient un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, je vais passer un petit peu vite là-dessus, pour vous montrer cette image où on voit ici, je ne sais pas si j'ai une flèche là, ouais. Ces images ici qui sont colorées, c'est quelqu'un qui est en état de conscience normale avec un stimulus douloureux. Et on voit qu'il y a ici la zone de l'insula et du thalamus qui sont là des zones qui modulent beaucoup par l'émotionnel la perception douloureuse, et le striatum qui est ici avec le cortex singulaire antérieur qui est ici, qui sont allumés, ça veut dire qu'il y a une forte activité cérébrale de débit.
Et quand on met ces gens, la même personne, sous hypnose, eh bien, on voit que finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires, ça s'éteint. Donc on a moins de perception douloureuse, moins de perception émotionnelle. C'est assez étonnant, mais ça a été développé dans les années 90, ces images, 90-2000, et on a pu objectiver qu'effectivement, l'hypnose, il y a quelque chose dans le cerveau qui se passe. Est-ce que quand on fait de l'hypnose, quand on met quelqu'un sous hypnose, on a des signes cliniques? Eh bien oui, on a essentiellement des parésies, ça veut dire des troubles de la musculature qui devient un petit peu crispée, si on peut dire, avec des mouvements qui sont plus lents, qui sont plus saccadés, avec une parole qui est un petit peu chevrotante, avec parfois des troubles de déglutition. D'autre part, on aura une perte de la notion de temps et d'espace. Et lorsqu'on réassocie les gens, ça veut dire quand on les sort de transe, qu'on remet en connexion le cerveau gauche et le cerveau droit, on a souvent des yeux très brillants avec même des fois des larmoiements. Alors bon, ça sert à quoi l'hypnose? Voilà, on commence à toucher vraiment ce qui est intéressant. Eh bien d'abord, c'est de... Quand quelqu'un vient nous voir, c'est parce qu'il a envie qu'on change quelque chose dans sa vie. Il y a quelque chose sur lequel il est bloqué. Et le but, ça va d'induire ce changement, de chercher à débloquer la situation, donc chercher ce lâcher-prise, comme on dit, à l'intérieur de la personne. Et les indications vont être assez larges, finalement. Dans les troubles douloureux, je vais détailler un petit peu, les troubles psychoaffectifs, dans les démarches de soins, d'autres indications beaucoup plus larges, et puis même en pédiatrie, je vous le disais tout à l'heure. Les troubles douloureux, ça peut être les douleurs aiguës, comme les migraines, les céphalées. Les douleurs du péripartum, Luca va nous en parler tout à l'heure. Des douleurs chroniques, fibromyalgie, les douleurs lombaires, et des douleurs neurogènes, ça c'est des douleurs qui sont dues à des traumatismes, pour prendre un terme très large, des nerfs. Les troubles psychoaffectifs, ça peut être des troubles anxieux, des phobies, quelqu'un qui a peur de l'avion, des araignées, que sais-je, des troubles obsessionnels, des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, dépression, des gens qui sont bloqués dans leur dépression, on va pouvoir les aider à se débloquer. Les dépendances, un petit peu plus compliquées, les dépendances, j'y reviendrai aussi. Et puis les troubles psychotiques, j'ai laissé un point d'interrogation, j'y reviendrai aussi parce que ça c'est vraiment bien plus compliqué. Les démarches de soins, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une intervention chirurgicale ou un parcours de soins. Quand on trouve une maladie quelconque qu'il faut investiguer, on doit passer dans le scanner, l'IRM, ça peut être un peu angoissant. Toute l'annonce du diagnostic, l'attente qu'il peut y avoir, l'accompagnement, ça peut être aussi des bonnes indications. En oncologie aussi, et en soins palliatifs, c'est un petit peu lié avec tout ce que ça peut amener de problématiques, ce genre de maladie. Je vous disais, il y a des indications plus larges. Eh bien oui, les dentistes, si même, pendant que j'ai fait ma formation, il y avait un dentiste, il y avait une dermatologue, il y avait un gastro-entérologue, il y avait même une gynécologue. C'est vous dire, vraiment, ça ratisse large. Comme autre indication, des troubles de sommeil, des troubles de langage, confiance en soi, troubles sexuels, impuissance, frigidité. Les psychiatres aussi peuvent utiliser ça dans ces indications-là. Le stress, le trac, le conditionnement mental, que ce soit pour les artistes, pour les politiciens, pour les sportifs, tout ça, ça peut aider. Les maladies psychosomatiques, c'est aussi une bonne indication, on peut trouver des bonnes ressources. Et les traumatismes psychiques, surtout les syndromes post-traumatiques, l'abréviation PTSD, c'est les syndromes post-traumatiques après des viols ou de la guerre, des scènes de guerre. Tout ça, c'est aussi des gens où qu'on peut aider avec ce genre d'approche. Chez les enfants, je vous en parlais, des bons sujets. On va pouvoir traiter les troubles de l'attention avec ça, troubles de contrôle sphinctérien, l'énurésie, les angoisses de séparation et aussi d'autres choses, préparation aux examens par exemple, ou des choses comme ça.
Les contre-indications, alors, essentiellement, ce sont les troubles psychotiques, que ce soit les borderline, les paranoïaques, les hystériques. Tout ça, c'est vraiment du ressort des psychiatres. Et c'est une contre-indication assez relative, en tout cas pour les gens qui ne savent pas prendre en charge ces sujets qui ont l'habitude, on va dire, de se dissocier, qui se dissocient très facilement et qui peuvent des fois effectivement évoluer dans des zones où si on n'est pas psychiatre, on ne sera peut-être pas forcément très confortable si on a des complications avec ce genre de patients. Les toxicomanies, j'ai aussi mis un point d'interrogation. Alors c'est clair que pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, ça pose rarement de problème. Quand c'est un peu d'autres produits, souvent ça peut masquer d'autres pathologies. Et le fait d'aller traiter ces toxicomanies sans prendre de mesures, on va dire, pour soutenir ce qu'il y a derrière, des fois on peut aussi avoir des mauvaises surprises. Et puis évidemment, la grosse contre-indication, on va dire, c'est le manque de motivation. Si quelqu'un n'est pas intéressé, ça ne sert à rien de lui proposer cette démarche, ça ne va pas marcher. On ne peut pas hypnotiser quelqu'un qui ne veut pas. Les complications, alors on appelle ça des abréactions. Ce sont des décharges émotionnelles assez violentes, des gens qui font vraiment, on pourrait dire, une crise de nerfs, si vous me passez l'expression, qui est souvent en relation avec des souvenirs qu'ils ont retrouvés sous hypnose. Et en général, ça se passe plutôt en fin de transe, voire après la transe. Et c'est des gens qui sont complètement désorientés, qui peuvent avoir aussi des troubles physiques comme des paralysies, se souvenir, penser qu'ils ont vécu quelque chose, alors qu'en fait, c'est des faux souvenirs. Et ils sont dans un état de transe résiduel, donc ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est surtout les accompagner pendant un moment pour leur permettre de sortir de leur transe. Et souvent, ils ont des souvenirs assez disparates en fait, de l'épisode qu'ils viennent de traverser. Les limites, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la motivation, il faut vraiment que la personne soit motivée, qu'elle soit coopérante, qu'elle soit confiante aussi, parce que finalement, quand on a une relation hypnotique entre deux personnes, c'est une relation qui est assez intime quelque part. Dans l'émotionnel, c'est quelque chose d'assez fort, donc il faut qu'on ait confiance l'un en l'autre. Des gens qui résistent peuvent être assez difficiles à manœuvrer, mais les gens qui ont de l'expérience, ils y arrivent très bien. Et puis les démences ou les troubles de langage, de compréhension. Alors bonsoir à tous. Que de monde. Alors j'espère que vous aurez tous trouvé une petite place. Il y a encore peut-être quelques places en haut. Bonsoir, donc je m'appelle Pascal Schmitt, je suis directeur adjoint des soins. Je vous accueille au nom du comité de direction pour ce jeudi de la Chaîne. En effet, les jeudis de la Chaîne proposent une fois par mois, en fin de compte, une conférence publique sur différents thèmes de la santé. Et ce soir, nous allons traiter de l'hypnose médicale, une discipline qui se développe à la Chaîne et dans d'autres hôpitaux également. Je vais vous présenter les deux orateurs de ce soir. Monsieur le docteur Patrick Hasler, qui est médecin adjoint du département d'anesthésiologie, qui est formé en hypnose médicale, et monsieur Luca Navarro, qui est sage-femme et qui est formé en hypno-analgésie. Donc en termes de timing, nous allons avoir une présentation d'environ 45 minutes. Vous aurez aussi un espace qui sera dédié aux questions. Et puis nous pourrons partager un petit apéritif à la suite de la séance. Et je laisse la parole directement aux orateurs. Bonsoir à tous. C'est impressionnant de voir l'auditoire comme il est plein pour la question qu'on se pose. Alors, cette question, on se la pose depuis fort longtemps parce qu'effectivement, aussi loin qu'on peut regarder dans notre histoire humaine, on trouve des traces de ce qui peut faire référence à des états hypnotiques, des états de transe, aussi bien dans les civilisations égyptiennes, chez les Sumériens, dans la Grèce antique. Alors, le but étant pas de faire un survol historique détaillé, je vais passer assez rapidement sur notre Suisse Paracels, qui avait décrit une magne un peu magique
dans ses descriptions de maladies, pour arriver à Mesmer au XVIIIe siècle, qui lui a évoqué le magnétisme animal, où il pensait qu'il y avait une espèce de fluide quand il était bloqué qui rendait les gens malades. Et en se basant sur ce concept-là, un chirurgien écossais, John Esdale, lui, a pratiqué beaucoup d'interventions sous hypnose. Alors lui, il était plutôt du côté de Calcutta quand il a fait ça, mais il a œuvré pendant une dizaine d'années. Et finalement, c'est tombé un petit peu dans l'oubli, cette manière de procéder. Pourquoi? Parce que à la même période, on a eu la découverte et l'utilisation de l'éther et du chloroforme pour vraiment, le terme le dit, pour ancrer le traitement qu'on a fait. Suggestion post-hypnotique, ça va être pour aider pour que le traitement dure longtemps après la fin de la séance. Et puis, dans certains cas, on va apprendre aux gens à faire de l'auto-hypnose. Ça veut dire à se mettre eux-mêmes, sans leur hypnopraticien, sans leur thérapeute, en état de transe pour trouver les ressources dont ils ont besoin. Les types d'induction, c'est un petit peu technique, hein. Je ne vais pas m'y attarder, mais c'est simplement pour vous dire qu'on peut y aller dans cet état de transe de plusieurs manières différentes. Alors, par relaxation, c'est une technique qui est un peu lente, on va dire. Par fixation oculaire ou auditive, on va fixer un point, finalement, on va rentrer gentiment en transe. L'eye roll, c'est une manœuvre avec les yeux qui vont rouler en arrière. C'est un petit peu la séquence rapide, si vous voulez, de l'induction de la transe. L'induction conversationnelle, c'est simplement en parlant petit à petit, on va, si vous passez l'expression, endormir le patient. Catalepsie, lévitation, c'est des mouvements avec les bras qu'on va soit faire bouger, soit immobiliser, pour montrer à la personne qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il est capable de mobiliser ses ressources. Je vous parlais de recadrage. J'aime bien cette image. Alors, à quoi elle sert? On vous demande, avec cette image, peut-être certains d'entre vous la connaissent, de relier tous les points avec 4 traits, sans soulever le crayon, et seulement 4. Et effectivement, avec le point de vue habituel qu'on a, eh ben, on s'aperçoit assez vite qu'on en a besoin d'un 5e, si on regarde les points comme ça. Je vous donne la solution après. Je vous laisse réfléchir. Je vous parlais d'auto-hypnose. Pourquoi de l'auto-hypnose? À vrai dire, c'est surtout ça, moi, qui m'a attiré dans cette formation. C'est pour pouvoir remettre dans les mains de la personne un outil, une approche qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça ne dépend pas de l'infirmière quand on est à l'hôpital, ou du médecin quand on est à la maison, ou de quelqu'un d'une disponibilité extérieure. La personne peut faire sa pratique elle-même quand elle le veut. Elle va utiliser ses ressources, on va lui apprendre à faire ça. Ça la responsabilise. Je pense que dans notre société, on a de plus en plus de gens qui ont envie d'être participatifs dans leur démarche de soins. Et ça soutient tout le processus thérapeutique. Donc, c'est bien. Et ça, il faut le faire en amont. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre à nager. On n'apprend pas à nager quand on se noie. Ça veut dire qu'il faut vraiment l'apprendre. Et la personne qui va pratiquer l'auto-hypnose, eh bien, il faut qu'elle ait quand même un cadre avec un début, avec un objectif qu'elle doit atteindre et puis une fin dans sa petite séance d'hypnose qui peut durer seulement quelques minutes. Il n'y a pas besoin que ça dure 3 quarts d'heure. Et elle peut le faire n'importe quand. Maintenant, on peut utiliser ça au bloc opératoire. Donc ça, c'est assez étonnant. Et on va se dire, mais pourquoi finalement il n'y a qu'à faire une anesthésie générale et puis le tour est joué? Eh bien non, pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui ont envie d'éviter l'anesthésie générale, d'être plus participatifs. Et on va faire une sédation, si on peut dire, une hypnosédation. On va mélanger un petit peu plusieurs techniques pour éviter l'anesthésie générale. Alors pour ça, évidemment, il faut que le patient soit collaborant, qu'il veuille bien le faire. C'est toujours la même question de motivation. Ça va aider à gérer le stress qu'il peut y avoir autour de cette opération.
Ça va pouvoir permettre une modulation de la douleur. Les gens qui font ces interventions sous hypnose, d'après certaines études, on a vraiment l'impression qu'ils ont besoin de moins de médicaments pour traiter la douleur après. Ça diminue NVPO, c'est nausées, vomissements post-opératoires. Donc ça diminue l'incidence des nausées, des vomissements après, parce que la plupart du temps, on ne donne quasiment pas de médicaments. Étonnamment, ça diminue la réaction inflammatoire. Et puis, ça permet de passer directement à l'étage, on ne passe pas en salle de réveil. Les patients, je dis diminuent sur l'état de fatigue, et quand ils sortent de transe, alors je peux vous dire, ils sont fatigués. Mais très vite, ils sont sur pied, et très vite, ils ont envie de rentrer. Donc, ça permet un retour à domicile assez rapide. Et puis, les gens, simplement, ils sont contents. Donc, je pense que ça, c'est aussi un bon argument pour ce genre d'approche. Il y a évidemment certaines conditions pour pouvoir le faire. D'abord, on revient toujours à la même chose, le patient doit être demandeur, mais le chirurgien aussi. On ne peut pas faire une intervention si le chirurgien, lui, il n'est pas sensible à ce genre d'approche. Ça ne va pas marcher, on doit beaucoup se parler, on doit beaucoup se corréler, si on peut dire, nos mouvements l'un et l'autre. La chirurgie, elle doit être accessible à l'anesthésie locale. On ne va pas pouvoir opérer dans un abdomen ou dans un thorax de manière très, très confortable si on n'a pas une anesthésie locale qui peut fonctionner correctement. Ça demande une consultation préopératoire, préanesthésique si vous voulez, normale, mais aussi ciblée sur l'hypnose pour qu'on puisse expliquer au patient et qu'on puisse faire un petit test pour voir si le patient est bien receveur, si on peut dire, est bien à l'aise avec ça. Et le fait de faire un test avant, ça va lui permettre de rentrer plus rapidement en transe. Donc ça va être aussi plus facile le jour de l'intervention. Évidemment, il y a d'autres intervenants dans la salle d'opération qui doivent eux aussi être informés de ce qu'on est en train de faire. On a des contraintes. Eh bien, c'est toute la mise en place de ces consultations avant. C'est l'immobilisation, j'avais mis d'abord mobilisation, mais c'est surtout l'immobilisation des ressources. Évidemment, comme anesthésiste, souvent on travaille en binôme avec des infirmières, on est un petit peu sur 2-3 salles. Eh bien, pendant que je fais de l'hypnose avec quelqu'un, je ne vais pas pouvoir vite aller faire autre chose dans une salle à côté, je vais rester avec mon patient qui est sous hypnose. Aussi, dans la programmation du programme opératoire, de ce qu'on appelle la planification, il faut aussi qu'on arrive à bien se coordonner avec les chirurgiens. Et puis, on informe le patient que si ça ne marche pas, on a toujours la possibilité de l'endormir ou éventuellement de faire ce qu'on appelle une sédation. Ce n'est pas vraiment une anesthésie générale, mais c'est pour qu'il soit un petit peu plus confortable de rajouter des médicaments. Et puis, un défaut aussi, malheureusement, c'est un défaut de facturation parce que c'est juste pas facturable. On facture ça comme une petite sédation normale qui ne prend pas en compte tous ces aspects, surtout de contraintes de ressources. Donc, simplement, ce qu'on arrive à mettre en place ici à Portales, c'est grâce à la bonne collaboration de bien de mes collègues qui, pendant que je suis mobilisé là, font le reste. La procédure, ça va être une procédure d'accueil habituelle avec un monitorage, ça veut dire mise en place d'appareils comme si on faisait une anesthésie générale. On va induire la transe dans le sas d'anesthésie et puis ensuite on va glisser, si on peut dire, en salle d'opération où là le chirurgien va faire son anesthésie locale, il va faire son opération et puis en fin d'intervention, on va sortir le patient de transe encore en salle d'opération, le remettre dans son lit et puis le faire remonter à l'étage. Si ça ne suffit pas, et en général ça ne suffit pas, on va pouvoir donner 2 médicaments principalement, ou en tout cas 2 familles de médicaments pour l'aider. Le propofol, c'est un médicament qui est sédatif, qu'on va donner à petite dose filée. Alors ceux qui ont commencé avec l'hypnosédation, c'est une équipe en Belgique. Eux, ils en donnent de manière assez systématique. Moi, pour le moment, je n'ai pas besoin d'en donner. Donc, voilà, moi, je suis assez content parce qu'effectivement, on arrive aussi à s'en passer. L'alphentanil, c'est un dérivé de morphine. Ça, c'est plus pour les douleurs. Alors ça, j'en donne un petit peu. Quand on fait l'anesthésie locale, si le chirurgien doit appuyer plus ses gestes,
encore une fois, ben, on se parle. Et puis là, je donne un petit peu. Ce qui est assez étonnant, quelque part, c'est que je dois en donner bien moins que quand je fais une anesthésie générale. Et puis l'antalgie post-opératoire, c'est comme d'habitude, les médicaments habituels qu'on donne en fin d'intervention par voie intraveineuse. Donc ce qu'on fait ici à Portales, encore une fois, Luca nous parlera de l'activité en salle d'accouchement, la chirurgie, et puis on met sur pied maintenant une consultation spécifique d'hypnose. Alors moi évidemment, je vais plutôt me focaliser sur mon domaine d'activité, c'est la prise en charge de la douleur. C'est surtout ça que je vais développer ici. Voilà, la réponse au test. Il faut sortir un petit peu du point de vue qu'on a habituellement et puis on arrive à trouver des solutions. Je terminerai en disant les messages qu'on peut prendre à la maison pour résumer un petit peu tout ce que j'ai évoqué. C'est une ressource naturelle, c'est pas de la magie, chacun est capable de faire ça. Ça dépend vraiment de la motivation des gens, il faut être motivé pour le faire. Il y a beaucoup d'indications, beaucoup d'implications, beaucoup de choses qu'on peut atteindre avec cette manière de travailler. Et ce qu'on cherche vraiment, c'est à initier un changement chez quelqu'un qui est immobilisé dans une problématique. C'est pas dangereux, il n'y a pas de risque qu'on vous fasse faire des choses que vous ne voulez pas faire, on peut sortir de transe quand on veut, c'est pas dangereux. Néanmoins, ce n'est pas un jouet, il peut y avoir des complications qu'il faut savoir traiter. Voilà, je vous remercie pour votre attention.